Bonjour à tous, bienvenue sur Examcast, le podcast qui parle de Neuchâtel Xamax, fait par des fans pour des fans. Trentième épisode de Examcast ce soir et comme je le disais dans l'intro du live Twitch, si vous y étiez, on est beaucoup aujourd'hui, on est 4 pour vous animer cet épisode. Avec moi, il y a Varam, salut Varam. Salut Mirko, salut tout le monde. Il y a Osvaldo, salut Osvaldo. Bonsoir à tous. Et puis il y a Colin, salut Colin. Salut à tous, salut Mirko. Alors, voilà, c'est pas parce qu'on est nombreux qu'on a fait un gros programme pour ce soir. On va se contenter finalement de l'actualité, à savoir débriefer le match du week-end et puis on briefera aussi le match du week-end prochain. C'est un programme simple, mais on a quand même des choses à vous dire, donc restez avec nous, c'est que le début. Voilà, on passe tout de suite directement à la première séquence. La première séquence, c'est le débriefing du match. Donc, c'était la combientième journée du côté de la Challenge League? J'en perds un petit peu mes notes. C'était la 26e journée. Et puis, à cette occasion, Neuchâtel Xamax avait un défi intéressant, hein, puisque c'est le néo-promu Rapperswil-Jona qui se déplaçait du côté de la Maladière. Et puis, des Saint-Gallois, après un début de saison, ben, logiquement, assez difficile pour eux, hein, et l'adaptation, au rythme de la Challenge League, eh bien, ils se sont, bien repris et ils occupaient, avant, mais aussi finalement après le match, la 6e place de ce classement et on va dire, messieurs, en introduction, ben, que Rapperswil n'était pas l'équipe la moins joueuse de la ligue, hein. On avait l'occasion de les voir déjà à 2 reprises contre nous. On a eu l'occasion aussi de voir un peu des bribes de leur match contre nos adversaires. Et puis, voilà, on s'attendait en tout cas à une équipe qui ferme beaucoup moins le jeu que ne l'avait fait le Stade Lyonnais et Ville, notamment lors des 2 dernières oppositions qui s'étaient toutes les 2 soldées par un triste 0-0 entre les équipes. Donc voilà, on s'attendait, on espérait, on l'avait dit avec Colin la semaine passée lors du briefing, à un autre match. Et puis, on a été servi puisque Neuchâtel Xamax s'est imposé sur le score de 3-2. Mais voilà, on a assisté à un beau match de foot finalement avec 2 équipes joueuses et voilà. On était contents d'assister un peu à ce genre de match, messieurs. Je vous laisse parler pour une Voilà. fois. C'est le moment aussi, je donne pas la parole, ils ne la Honnêtement, prennent pas, c'est ça faisait terrible. plaisir de voir un match, ça faisait plaisir de voir un match avec beaucoup d'activité et puis calé face au but. Franchement, on a eu un beau match des deux côtés et on a eu un Xamax qui a plus tenté de choses comparé à la dernière fois. Donc non, plutôt un bon match à voir au stade, ça fait plaisir. Ouais. Alors nos internautes, enfin nos auditeurs, n'étaient pas forcément, méga, enthousiastes non plus à la fin du match. On a Joël qui nous dit: «C'était le minimum syndical». Grégoire M qui nous dit: «Bon pour la saison prochaine» et Gilles qui nous dit: «Ça fait du bien au moral, non». Donc voilà, on répondra peut-être un petit peu à ça. On a aussi eu, 1 ou 2 interactions sur le forum qui nous sollicitaient, directement, donc on se permettra d'y répondre, aussi. On sait que le forum, le Xamax Forum est aussi une source d'information et d'échanges incroyable, donc il y a aussi pas mal d'interactions qui se passent là-dessus, donc je vais régulièrement voir s'il y a des choses qui s'adressent à nous. Donc voilà. Et puis, bah, le début de match, on va dire qu'on n'a pas eu trop de rounds d'observation, hein, entre les 2 équipes, Varane. On a eu quand même 2 équipes qui ont montré qu'elles avaient l'intention de produire, du jeu offensif. Ouais, bah effectivement,
Dès l'entame de match, on a senti que les deux équipes étaient plutôt portées vers l'avant, puis qu'on allait assister quand même à un vrai match de foot, puisque les deux, trois derniers matchs, c'était plutôt un simulacre auquel on a assisté. Et puis voilà, Rapperswil, on sait que c'est une équipe qui, malgré le fait que ça soit une équipe néo-promue, qu'ils aient moins de moyens que pas mal de concurrents dans la ligue, ils jouent au foot. C'est une équipe qui, même si ils ont des moyens limités, c'est une équipe qui aime bien repartir depuis le bas, la balle au sol, proprement. Donc forcément, c'est une équipe qui se découvre. Et puis voilà, nous, je pense qu'il fallait qu'on se débloque, hein, parce que on a eu deux, trois belles purges contre Ville et contre Nyon, qui étaient des équipes aussi qui jouaient un peu leur survie. Puis on sait que c'est pas des équipes qui se livrent énormément. Et puis là, voilà, il y a eu des espaces. Et puis ça a été un beau match de gala. Et puis on a commencé assez bien le match avec, je crois, une tête sur corner de Demassai très finalement assez faible, assez centrale. Mais ça a vraiment donné le ton en fait sur ce match qui a été. Alors moi, je suis pas tellement d'accord parce que moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à voir ce match. C'est rare, hein, c'est rare. Alors, la qualité technique n'était pas exceptionnelle parce que c'est de la Challenge League. Mais par contre, il y avait de l'envie et cette envie d'aller vers l'avant et de marquer des buts. Et c'est pas souvent le cas. Et là, franchement, pour un dimanche après-midi à 14h, on s'est quand même fait relativement plaisir. Effectivement, il y a eu une séquence en début de match, hein, Xamax qui monopolisait quand même un petit peu le ballon. Il y a eu, sauf erreur, 3 corners, on va pas dire consécutifs, mais on va dans les 10 premières minutes. Et sur un de ces corners, Demassai a frappé de la tête. Il la prend un peu de l'arrière de la nuque, hein, cette tête, donc du coup, c'est difficile d'y donner pleine puissance. En plus, il la frappe dans une zone pas simple, quoi. Il est entre les 5 et les 16 mètres, donc ça veut dire qu'il faut vraiment bien la boxer pour tromper le gardien. Donc voilà. Et puis finalement, à la 15e minute, Rapperswil ouvre le score, mais on pourrait dire presque un peu contre le cours du jeu, mais en même temps, on avait déjà vu sur plusieurs séquences, Osvaldo, que Rapperswil essayait de se projeter quand même rapidement vers l'avant pour nous surprendre en contre, même s'ils ouvrent le score pas sur un contre. Oui, oui, et puis finalement, il joue magnifiquement le coup, hein, sur ce corner, puisqu'il y a un joueur qui vient tirer un petit peu le paquet de défenseurs neuchâtelois plutôt dans l'axe du but pour le buteur qui vient se caler au deuxième poteau, même si, encore une fois, je pense que ces méthodes sont quand même assez modernes aujourd'hui dans le foot et que tu peux anticiper cela avec un marquage individuel un peu plus strict sur ces balles arrêtées, même si le mouvement est très bien joué, très, très bien pensé. Mais oui, ça démontre aussi que finalement notre défense, il n'en faut pas non plus, et il faut pas des cerveaux supérieurs d'un extraordinaire niveau tactique pour nous mettre à défaut, hein, pour nous prendre à défaut. Je pense que c'est quand même quelque chose, et ça démontre quand même les limites de notre arrière-garde qui, sur ce genre de phase de jeu, est quand même assez vulnérable. Ouais, moi, enfin, sur le direct, je sais pas vous, messieurs, mais moi, j'avais l'impression que Omer Agic intervient vraiment en retard sur cette action. Mais en fait, non, il fait ce qu'il peut. Alors, pour moi, il y a plusieurs choses, effectivement, qui vont dans le sens de ce que tu dis, Osvaldo, qui vont pas sur ce corner. Déjà, je sais pas vous, messieurs, mais est-ce que quand vous avez grandi, on va dire, en jouant au foot, en apprenant à jouer au foot, est-ce que vous aviez un coach qui vous disait, sur les corners, on met un mec au premier poteau, un mec au deuxième poteau ou pas? Vous avez grandi avec cette école-là? Oui. Premier poteau, oui, mais pas le deuxième. Ah là, c'est intéressant, hein. Là, on a eu l'exemple qu'il y avait personne, hein. Si on prend l'image arrêtée, le Xamaxien le plus proche du deuxième poteau, c'est Abedini au marquage. Il est au marquage dans les 5 mètres d'un joueur et il est au milieu du but. Donc ça veut dire que toute la zone du deuxième poteau, elle est complètement libre. Il n'y a pas de joueur de Rapperswil, hein, non plus à ce stade-là. Mais ça veut dire qu'on s'expose à un joueur
qui dézone. Il y a un paquet vraiment dans les 5 mètres, un joueur qui dézone vers l'arrière, et c'est exactement ce qui se passe, hein. Et Mini, il fait un super appel vraiment dans le dos, il voit le trou, et puis Sédou, en fait, il est pas au marquage, il est censé suivre son joueur, mais il le suit vraiment avec beaucoup, beaucoup de retard. Là, il y a un joueur au deuxième poteau, ben, ça aurait pu être Jonathan Fontana, hein. En général, on met le latéral. Si c'est du côté opposé, on met le latéral à ce moment-là. Si le corner est tiré droite de notre défense, ben, on met le latéral gauche au deuxième poteau. Surtout si c'est pas un grand gabarit comme Fontana qui peut voilà, gagner un duel de la tête. Il est plus utile au poteau pour reprendre un ballon si le gardien est battu ou s'il y a un cafouillage. Donc là, déjà, c'est mal parti. Ensuite, bah, Emini, il fait un super appel, hein, comme ça dans le dos. Et puis ensuite, moi, j'ai beaucoup aimé, je ne l'ai pas vu sur le direct, mais j'ai beaucoup aimé le travail de Cambéry, hein. Je crois que c'était Cambéry, leur avant-centre, hein, au Oui, coup d'envoi. oui, oui. Ouais, c'est ça. Oui. Vous avez vu ce qu'il fait sur le corner? Peut-être vous avez regardé entre-temps. Non, j'ai pas regardé. Cambéry, il vient. Il ramène les autres vers lui, non? C'est plutôt c'est ça, non? Alors, Cambéry, il ramène les autres vers lui, mais surtout, il vient faire un écran, mais sans faire faute parce qu'il est à distance sur Omer Agic. En fait, il vient se mettre dans la position où Omer Agic va aller pour essayer d'aller intercepter le ballon, voire pour se mettre en position avec le ballon qui vient au deuxième poteau. Et il fait pas de faute, en fait, parce qu'il percute pas Omer Agic. Omer Agic, il doit juste l'éviter pour pas commettre lui la faute. Et en faisant ça, il perd une demi-seconde et du coup, il arrive en retard au deuxième poteau. Il peut pas intervenir. La tête d'Emini, elle est pas boxée, elle est pas incroyable, hein. Il l'accueille juste comme ça. Si Omer Agic, il est placé, il la dévie sans aucun problème. Mais il peut pas la dévier parce il arrive trop tard. Et puis Abedini et Sedou, ils ont été lobés, donc ils sont aussi trop tard. Mais il y a ce mouvement vraiment super intelligent. En fait, il vient percuter, il vient se mettre derrière, je crois, Aïroulaou. Je regarde les images en même temps. Il vient se faire écran et du coup, il barre le chemin à Omer Agic. Alors, si c'est volontaire de la part de Cambéry, je sais pas, mais si c'est volontaire, c'est hyper bien joué. Parce que Mm. s'il fait pas ça, Omer Agic, il a le temps d'aller se placer au deuxième poteau. Avec son envergure, en plus, il a le temps de se saisir de la balle. Donc ça, évidemment, au direct, j'ai pas vu, il y a une forêt de joueurs et tout, mais quand on regarde au ralenti, ça ressemble à une combinaison qui est travaillée. Ça, c'est Oui. Après, moi, je voulais ajouter aussi quelque chose, c'est que dans le foot aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont changé, dont les balles arrêtées, parce qu'avant, à notre époque, on faisait du marquage individuel. Là, maintenant, avec ces schémas-là, c'est clairement du marquage de zone, justement, avec ces fameux écrans, avec tout d'un coup le bloc qui descend, et quand le tireur tire, bah, en fait, le bloc monte. Donc aussi, le foot a beaucoup évolué. Et si les corners sont bien tirés, comme ça a été le cas sur le but de Rapi, parce qu'on ne l'a pas dit, mais le Mhm. corner est super bien tiré, il est extrêmement bien travaillé, avec un effet brossé qui arrive pile en plus dans les 5 mètres. Franchement, c'est parfait, quoi. Et c'est compliqué de défendre correctement en zone sur un corner qui est aussi bien tiré. Donc là, personnellement, moi, je mettrais plus le crédit sur le fait que c'est Rapi qui a bien joué le coup plutôt que Ouais. nous qui avons été moins bons. Oh, honnêtement, hein. Oui, après, moi, quand tu dis cette tendance des marquages en zone, moi, très franchement, je trouve que oui, c'est une tendance. Maintenant, sur le fait que c'est une tendance maîtrisée par une majorité d'équipes, et je dis pas ça seulement au niveau du foot suisse ou de Xamax, hein, je parle aussi au niveau de certains championnats européens, je ne suis pas sûr que ce soit une évolution qui soit si pérenne que cela, parce que j'ai pas l'impression que toutes les équipes maîtrisent justement le principe premier du marquage de zone. Enfin, c'est quand même quelque chose qui, au niveau des indications, c'est toujours un petit peu plus flou et c'est toujours plus difficile à interpréter parce que ça veut dire qu'il faut aller au ballon au moment où le ballon est déclenché et puis qui y va, comment on y va. Enfin, je veux dire, c'est plus difficile à mettre en place. Moi, je suis pas certain que ce soit quelque chose
aujourd'hui d'extrêmement maîtrisé dans le foot moderne, et on voit que c'est pas facile à mettre en place parce que c'est vraiment quelque chose C'est Alors, pas facile. C'est pas effectivement. facile. Vas-y, Varam, vas-y. Non, vas-y, vas-y. Vas-y. Non, bah, c'est pas facile à mettre en place, mais il y a des techniques qui existent. Et puis aujourd'hui, il y a de plus en plus d'équipes qui s'équipent qui ont un spécialiste en coup de pied arrêté. Et bon, on est en deuxième division suisse. C'est pas non plus, on n'a pas le budget pour ça, je pense. Mais d'un autre côté, il y a quand même moyen de travailler ça à l'entraînement On a le budget pour rien, nous. J'allais le et dire, on a le d'étudier budget absolument et pour rien. d'étudier la chose. Et là, moi, je trouve que le mouvement est vraiment bon, surtout le mouvement de. Moi, je suis assez impressionné par la course de Emini qui court au deuxième poteau comme ça pour la reprendre la tête. Moi, c'est quand même ce qui m'impressionne le plus. Et du coup, il y a quand même moyen de travailler ces stratégies-là. Et Rappi l'a fait, nous on l'a pas fait. Le marquage de zone, il est quand même. C'est vrai que c'est pas facile à maîtriser, surtout dans un niveau comme le nôtre. Mais bon, les gars, ils sont quand même professionnels, ils sont quand même censés un peu voir le jeu. C'est pas non plus le truc le plus difficile à maîtriser. Mais je dis pas, je suis d'accord avec toi, Mathéo, c'est quand même un truc qui est compliqué à maîtriser. Et on voit que il y a beaucoup d'équipes en championnat qui ont de la peine à maîtriser ça défensivement parce que c'est une toute nouvelle méthode qui a été instaurée par Arsenal notamment et que ça demande beaucoup plus de concentration et beaucoup plus de travail. Donc il y a des équipes qui travaillent là-dessus. La preuve, c'est que en première ligue, c'est devenu un truc monnaie courante maintenant d'avoir des équipes qui travaillent sur corner, tandis Au que hasard, Arsenal. au hasard Arsenal. Mais bon, Arsenal, ils ont quand même étudié la chose. Ils ont été chercher un spécialiste des coups de pied arrêtés, un mec qui connaît vraiment son sujet et qui leur permet aujourd'hui de mettre un nombre de buts pas possible sur corner. Mais c'est pas les seuls en PL. Hein. C'est devenu quelque chose de très très répandu en première ligue, à un tel point que Liverpool, ils ont dû virer le leur à la mi-saison tellement il était mauvais. Donc on voit que c'est quelque chose de devenir c'est quelque chose qui commence à devenir important dans le jeu. Ouais, clairement. Oui. Ouais, bah ça rejoint ce que je voulais au fait ajouter, c'est que avant les balles arrêtées c'était très simple. Finalement, tout le monde avait son joueur. Généralement, le grand avant-centre c'était le grand central qui allait dessus. Enfin, voilà, on savait plus ou moins que le grand il allait au deuxième, voire il coupait au premier. Enfin voilà, les choses étaient très claires. Aujourd'hui, c'est devenu tellement tactique le foot que même sur des balles arrêtées, il y a des schémas, il y a des mouvements, il y a des espèces de patterns. Et simplement, c'est que, c'est que, dans mon avis, faut travailler et puis voir les choses différemment et ça devient hyper important. Et comme tu l'as bien dit, Colin, Arsenal, on en fait carrément une arme, quoi. Et ils sont super efficaces et ça demande un certain travail, mais ça demande aussi pour les défenseurs de réfléchir aussi différemment. Avant, on pensait ben plus à l'homme, voilà, il faut que je prenne le 15, il faut que je prenne le 6. Aujourd'hui, c'est plus une zone. Voilà, c'est plus se dire, ben voilà. Donc le foot a aussi changé dans cet aspect-là. Mais voilà, ça se travaille. C'est comme tout, quoi. Mm. Le football, il a Effectivement, changé. Hein. On connaît le foot, il a la classe. changé, ouais. Oui, On aurait pu effectivement. avoir peur que ce but donne des ailes aux joueurs de Rapperswil et coupe un petit peu l'herbe sous les pieds des joueurs de Xamax. Et il n'en a rien été. Hein. Les hommes d'Anthony Breza se sont pas laissés effondrer par cette ouverture du score. Ils ont continué voilà, à faire ce qu'ils avaient déjà fait dans ce premier quart d'heure, avec un petit peu plus de réussite, avec l'égalisation qui tombe à peine 10 minutes après, ouais, même pas 10 minutes après l'ouverture du score. Bahram, je vais te passer la parole. Je sais que tu as kiffé le travail de Bayard sur cette action, même s'il n'est pas à la conclusion, il n'est pas à l'assist, mais ça, tu as aimé, je le sais déjà. Ah oui, oui, mais bon, après, l'action est vraiment jolie. Hein. Donc, c'est vraiment le Mhm. mouvement dans son entièreté qui a vraiment été magnifique. Ça a vraiment été un mouvement d'école, tout en mouvement, bon, justesse technique. Donc voilà, donc c'est Bayard qui remonte la balle, il avance, il casse les lignes, il décale très très bien Sédou. Sédou, une touche verticalise pour Koro qui fait un super appel. Et puis là, centre rater, et puis dans les 5 mètres, ben voilà, qui d'autre que Temassai avec son plat du pied. Donc voilà, une action tout à une touche, en vitesse, en justesse. Voilà, c'est pour ce genre d'action qu'on aime le foot. Donc voilà, Mhm. magnifique but, quoi. Alors, Colin, on a eu des centres avant qui auraient dévissé leur frappe et qui auraient tiré à côté. On en a connu, hein.
Oui, on en a connu plein, Xamax, mais là, pas d'hésitation pour des machas et ça rentre dedans. Et honnêtement, je pense qu'il y en avait un ou deux qui étaient au stade comme moi. On s'est quand même dit au bout d'un moment, elle va finir par rentrer ce ballon parce que Mmh. Xamax a eu un nombre d'occasions pas possible et ça voulait pas rentrer. Le gardien de Rappi était énorme, hein. On l'avait dit dans le brief d'avant-match la dernière fois. Il va falloir faire attention au gardien de Rapperswil. Et je crois qu'il finit avec la meilleure note. En tout cas, de ce que je vois, il finit homme du match sur SofaScore. Donc, vu comment elle a été énorme. Donc non, non, mais une très Ouais. belle action. Et j'ai trouvé un Bayer très pertinent d'ailleurs sur ce match, hein. Je suis totalement d'accord avec Varam. Bayer qui a cassé beaucoup de lignes pendant le match, hein. C'était vraiment impressionnant le travail qu'il a fait. Moi, j'ai trouvé vraiment, vraiment bon. Mmh. Ouais, c'est ça, effectivement. Et sur cette action, il part dans son camp, hein, et du coup, il fait quoi? 30 mètres, 30 bons mètres, voire 40 mètres, balle au pied. Voilà, c'est aussi comme ça, hein, qu'on marque des buts. C'est quand un joueur vient, va de l'avant, crée un peu le surnombre. Il a pas forcément dû dribbler, plein de joueurs, mais il avance et puis après il trouve la bonne zone. L'équipe est en mouvement, toute l'équipe est en mouvement vers l'avant. L'équipe de Rapperswil est en réaction vers l'arrière, mais ils sont tous en retard. Il y a personne qui est au marquage de Sédou, il y a personne qui est au marquage de Koné, il y a personne qui est au marquage de Demassay. C'est vraiment une superbe action, une très, très belle conclusion et puis, Xamax va continuer, hein, sur cette lancée lors de cette première mi-temps, Osvaldo. Là, il a manqué un petit peu de percussion, il y a eu quelques frappes un petit peu molles et puis on a surtout un Emch dans les buts qui répond présent, hein. Il maintient son équipe, dans le match en première mi-temps, Osvaldo. Ouais, ouais, ben, on n'a pas réussi à faire la différence durant ces 45 premières minutes, donc c'est clair qu'il a finalement entretenu le suspense pendant une bonne partie du match, mais en même temps, ce sont des éléments supplémentaires qui rendent quand même du crédit à cette équipe de Rappi, qui fait un petit peu partie de ces clubs quand ça monte, où on voit le stade, etc. On se dit, bon, ben, combien de temps ça va tenir? Puis on voit que c'est une équipe qui est compétitive pour le niveau. Parce que finalement, on les a battus, ça fait les 3 fois là, jusqu'ici cette saison. Et moi, je me rappelle d'aucun match où on s'est baladé, hein. Mmh. Si on regarde les 3 confrontations qu'on a eues entre eux, je ne crois pas qu'il y en ait une là-bas. Au mois de septembre, on a quand même pas mal souffert. Alors, on avait bénéficié d'une expulsion assez rapidement, mais c'est pas pour autant qu'on s'était baladé. Et ça a été de nouveau le cas hier. Ouais. Ouais, effectivement et puis, bah, dans cette première mi-temps, messieurs, on a quand même, vu les effets du changement, on va dire, un peu de système de jeu, d'Anthony Breza. Il avait promis, hein, dans la semaine, il y aurait peut-être du changement dans le système de jeu et puis on a retrouvé on est resté sur un 4-4-2, mais un 4-4-2, plus à plat avec 2 vrais ailiers, Ben Seguir côté gauche, Azemi, côté droite. C'est 2 joueurs, Colin, qu'on a beaucoup vus sur la première mi-temps. C'est la preuve que le jeu de Xamax est quand même beaucoup passé par les côtés et c'était une bonne chose. Ouais, exactement. C'était 2 joueurs qui sont beaucoup illustrés, qui étaient beaucoup dans les actions. Donc, non, c'était vraiment très, très intéressant, ce qu'ils ont un peu amené au jeu. On a vu, Ben Seguir tenter beaucoup de choses, Azemi aussi, même si Azemi sort assez tôt, au bout de la 2 mi-temps. Mais, un jeu, vraiment bien construit et un peu différent de ce qu'on a vu, du jeu stérile qu'on a vu sur les derniers matchs. Ouais, Varane, quand on a des ballers, hein, comme on dit dans le jargon, des mecs qui savent toucher la balle sur les côtés, c'est tout de suite pas la même chose. Bah forcément, ça amène plus de créativité, ça amène plus de technique, ça amène plus de danger, ça amène bah, finalement beaucoup plus de tout, quoi. Voilà, quand tu mets un Azemi, bah, tu sais que la qualité technique de ton équipe, bah, forcément, elle monte de 2, voire 3, voire 4 paliers d'un coup, quoi. D'ailleurs, j'ai pas compris pourquoi il sort à la 60e. Mais bon, bref, ça c'est un autre débat. Mais c'est clair que quand dans une équipe tu mets plus de qualité, tu mets plus de percussion, tu mets plus de technique, et ben forcément, bah, il se passe beaucoup plus de choses. Et en plus, contre un adversaire qui a pas mis le bus, et ben forcément, ben
On a réussi à trouver certains intervalles, on a réussi à jouer entre les lignes. Et puis effectivement, c'est vrai que le jeu passait beaucoup par nos deux ailiers. Voilà, donc ça a été un choix judicieux. Et puis Ben Seguir, je l'ai trouvé en reprise, même si des fois il retombe un peu de chaud dans ses vieux travers avec cette espèce de suffisance. Mais par contre, en première mi-temps, je l'ai trouvé un peu chaud-froid. Par contre, j'ai beaucoup aimé sa deuxième mi-temps, où j'ai trouvé qu'il était beaucoup plus percutant. Il avait un body language beaucoup plus affirmé, beaucoup plus tranchant. Et c'est pas pour rien qu'il obtient le péno, à mon avis, parce que je trouvais il était vraiment saignant. Voilà. Ouais. Et puis Altine, bah, comme d'hab, Altine, moi, je me régale quand il joue, quoi. Voilà, quand il touche la balle, c'est élégant, c'est raffiné, c'est juste. Voilà. Donc, moi, c'est pour ce genre de joueur que j'aime le foot. Et quand je le vois sortir à la 60e, alors qu'on a un Géranium qui reste sur la pelouse, moi, ça me tend un peu les golfs. Voilà. Je veux juste ajouter quelque chose quand même sur la première mi-temps. 12 tirs de Xamax, dont 6 cadrés et 5 arrêts du gardien. Hein. 5 arrêts je sais pas comment on dit son nom, Emsch. Chouette. Oui, Emsch qui fait une immense première mi-temps. Donc voilà, donc Xamax a eu beaucoup d'occasions et on a eu de la peine à les convertir dans ce premier mi-temps. alors on va s'excuser auprès de nos auditeurs anglophones. Le body language, Varam, c'est pas les linguini. Hein. Ah, pardon. Je pense que c'est pour ça que Osvaldo est mort de rire. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Okay. Il y a le chat aussi. Il y a le parce chat que, aussi, ouais. mais j'ai dit quoi finalement? Parce que c'est un body language. Language. Non? Ouais. Language. Ouais, bon, Language. excusez-moi. Mais il n'y a pas que ça. Non, Je mais suis très mauvais en anglais, j'avoue. C'est pas le plus grave. Ce qui est le plus grave, c'est le contenu ça. du chat. C'est ça, effectivement, on a Sam qui troll un peu. On a Varam, t'étais sur Twitch ou sur une locomotive vapeur de 1890? Je crois qu'il fait allusion à ta vape. Bref. Ouais, du coup, et le maté. le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps, effectivement, conforte un petit peu cette impression que Xamax veut prendre le dessus. C'est l'équipe la plus entreprenante. Mais ça se matérialise au score seulement à la 68e minute, pardon, sur un penalty obtenu par Ben Seguir. Alors, avant de parler effectivement de Ben Seguir sur cette action, moi, je voulais souligner quand même le travail de Koro Koné, hein, sur cette action. C'est une balle un petit peu en cloche et lui seul, il croit, hein, il y croit, Koné, sur cette action. Il va et puis avec son jeu de tête, il remet directement derrière sur Ben Seguir, Osvaldo. C'est super bien joué de la part de Koné. Oh, clairement. Et encore une fois, je veux dire, c'est un joueur qui a finalement démontré et qui démontre de plus en plus parce qu'il a beaucoup plus de temps de jeu hein, depuis qu'on a osé proposer ce système à 2 attaquants. Et puis finalement, il continue de prouver toute sa malice sur ce type d'action-là. Et puis une remise sur Ben Seguir qui donne au final ce penalty, puisqu'on fait faute sur Ben Seguir. Mais oui, c'est Koné, je veux dire, il est à la passe décisive sur le premier goal, il est à l'origine de l'action qui crée le penalty sur le deuxième. C'est quand même un joueur, quand tu sais l'utiliser et que tu sais lui donner la bonne place, il est quand même vachement utile. Moi, c'est encore une fois, c'est un peu un regret que ce duo d'attaque Demacha et Koné ensemble n'ait pas été proposé plus tôt dans la saison. Parce que je pense qu'on aurait fait d'encore meilleures performances à certains moments précis. Mmh. Et puis sur ce coup de tête, il voit Ben Seguir qui arrive lancé. Sur le direct, Colin, je me suis dit: «Oh, c'est un peu léger comme penalty». Avec le ralenti, je crois que c'est assez indiscutable, hein. La faute, elle est pas énorme, mais elle empêche quand même Ben Seguir de passer. Ouais, totalement. Le Ben Seguir est obstrué un peu par derrière avec le joueur qui met son pied. C'est le numéro 33 qui met son pied, qui l'empêche d'avancer. Alors effectivement, sur le direct, on se dit que c'est pas énorme, mais il y a quand même faute, l'arbitre le voit.
Et puis la réaction du joueur qui fait faute dit tout, hein. Il se met la main comme ça en mode ah merde, j'ai fait n'importe quoi. Donc non, clairement penalty pour nous. Et Ben Seguir joue bien le coup aussi, hein. Donc voilà, c'est parfait. Belle occasion de créer qui permet ensuite à Demachai de prendre un penalty, de s'avancer, de tirer. L'arrêt quand même, Emsch quand même arrive à l'arrêter d'un premier coup, mais la balle lui échappe des mains et puis Demachai continue sa course et lui revient dans les pieds, puis il a plus qu'à la mettre au fond. De nouveau, Emsch très bon sur le penalty, mais qui peut rien faire en deuxième intention. C'est très compliqué après avoir fait une parade comme ça de revenir et d'arrêter une balle qui va totalement de l'autre côté du filet. Donc Demachai qui réagit parfaitement bien pour mettre le 2-1 et s'assurer un petit doublé. La doublette, ouais, 3e doublette pour Demachai contre Rapperswil. Il l'a dit en interview dans la presse écrite neuchâteloise que c'est un adversaire visiblement qui lui convenait bien. Sur ce coup-ci, Varham, franchement, on prend ce but, nous, on va dire, mais ils foutaient quoi les défenseurs? Il n'y a aucun défenseur qui a réagi. Moi, je me souviens à l'époque où je jouais, le coach, il disait toujours, dès que le penalty il part, vous courez en direction du gardien, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et là, ils sont assez statiques, les défenseurs de Rapperswil, quand même, des Maasai. Alors, ils partent avec un temps d'avance, hein, c'est sûr. Le tireur, il est dans les 16, et puis voilà. Emsch, il fait un bel arrêt, mais malheureusement pour lui, le penalty est tellement fort qu'il est obligé de le renvoyer devant lui. Mais bon, il y a pas un défenseur à moins de 2 mètres pour gêner des Maasai, quoi. C'est quand même un peu Ouais, surprenant. effectivement. Enfin, j'ai l'impression que, je sais pas, moi j'ai eu cette impression qu'il pensait qu'il allait de marquer direct. Il s'attendait pas au fait à l'arrêt. Je sais pas, c'était un peu spécial. Après, ben, ça dépend aussi. Il faut aussi avoir le facteur chance parce qu'il faut que le gardien prenne la balle sous un certain angle. Et puis là, c'était vraiment l'angle parfait parce qu'elle lui revient vraiment dans les pieds, quoi. Donc c'est même pas qu'il doit faire un pas latéral, un mouvement de fou. C'est que vraiment, en fait, elle lui revient dessus. Donc après, il y a aussi une histoire d'angle, une histoire de la force avec laquelle tu frappes la balle. Donc voilà, après, c'est aussi une histoire d'angle, mais c'est vrai que, bah ouais, d'à quelque part, c'est vrai que les défenseurs sont pas très réactifs, mais il faut aussi dire que la balle lui revient vraiment dans les pieds, quoi. Donc voilà, il y a aussi eu un petit facteur chance, mais c'est peut-être la chance qu'on n'a pas eu sur les autres occasions parce que j'aimerais bien voir le nombre d'expected goals parce que je pense que si on en avait mis 4 ou 5, personne aurait crié au scandale, quoi. Donc voilà, donc on a eu sur cette action-là peut-être la réussite qu'on n'a pas eu durant tout l'après-midi, quoi. 5 d'expected goal pour Xamax sur ce match. Voilà, Ouais, ouais, je suis pas du tout surpris, ouais, ouais. ouais. Non, effectivement, ça conforte. Et Donc, 7 énormes chances. Voilà, juste pour ouais, dire à c'est quel assez point. logique, hein, clairement. Alors, on a déjà un peu parlé de la passivité de la défense de Rapperswil sur le 2-1, mais alors que dire sur le 3-1 finalement? Mais on va quand même saluer la construction de l'équipe et la belle frappe de Sédou, de Léo Sédou, Osvaldo. Oui, oui, bah, il prend sa chance. Il a le mérite de prendre sa chance de loin. Emsch qui relâche à nouveau, qui cette fois-ci peut peut-être faire quelque chose de plus éventuellement, mais la frappe est flottante. Et puis Autier qui suit magnifiquement bien et puis qui peut de la tête, d'une tête piquée, pousser ce ballon au fond du filet de nouveau avec comme tu l'as teasé un petit peu, une réactivité, enfin très très lente quand même, hein, un niveau de réactivité très très lent de la Ouais. défense de Rapperswil En qui fait, il permet à regarde le Autier. ballon, il regarde ce Et qui se regarde le ballon passe. parce qu'en soi, Autier, je veux dire, c'est pas un joueur de 2,50 m non plus. Je veux dire, Non, si non, tu le prends en duel j'allais dire, aérien, il est pas dur à marquer, hein. il est plutôt Et petit. là, Et tu as puis là, il l'impression. lâche un saut quand même qui est assez énorme. Oui, Quand ouais, même, totalement. Ouais, Je suis vous on l'avez d'accord dirait il avec va pas, toi. vous l'avez pas dunker. vu, mais il a mimé le geste, Colin. Donc, Voilà. Ouais, ouais, ouais. Moi, en franchement, s quand Autier reprend le ballon comme ça, tout seul devant le gardien, je me suis dit, mais il est hors jeu. Il était tellement en avant à ce moment-là. En fait, il est pas du tout hors jeu, hein. On le voit très clairement au moment où l'impact de la frappe de Sédou, il est en position, il est pas du tout hors jeu. Donc voilà, Emsch, vous l'avez dit, il fait un super arrêt et puis lui, il a quand même dû repartir avec un petit arrière-goût parce que même si les XG sont en faveur de Xamax, les actions créées, enfin voilà, tout indiquait que Xamax devait gagner ce match, mais il fait son match et il prend quand même 2 buts après avoir fait 2 jolis arrêts et puis manque de peau, ben
les rebonds tournent pas en sa faveur et les défenseurs sont pas super réactifs. Donc, ouais, si ces 2 buts, il les prend pas, on ne sait pas ce qu'il advient sur la fin de match. Il y a le petit soupçon quand même de réussite parce que là aussi, pareil, la frappe, elle peut arriver 1 mètre à côté de Autier et puis c'est la même chose. Il a pas besoin de la je veux pas dire que la balle lui revient, dessus sur la tête, mais pas loin, hein, quand même. Il fait juste, un tout petit pas vers l'avant, mais il peut faire une tête, piquée, splendide. Donc voilà, à ce moment-là, pour Rapperswil, pour Ems surtout, c'est un peu, voilà, c'est un peu difficile de prendre des buts comme ça, mais bon, sur le déroulement du match, c'est totalement mérité. Le score, voilà, aurait presque dû rester à 3-1. Je pense que c'est un score qui aurait très bien reflété la physionomie de la rencontre. Mais les joueurs saint-gallois en ont décidé autrement et ils nous ont offert un petit suspense pour la fin de ce match en inscrivant le 3-2 au début du temps additionnel. Voilà. De nouveau, un joueur tout seul dans les 5 mètres qui reprend le ballon de la tête. Mais voilà, on a relevé la qualité de jeu de Xamax sur le 1-1. On va aussi voilà, donner du crédit à l'équipe saint-galloise Varam. Il joue bien le coup sur cette action, même si à la finition, le marquage n'est pas top, mais il joue quand même bien le coup. Non, il joue bien le coup. Lutti fait une très belle tête dans le petit filet, une tête croisée. Mais moi, j'ai été attentif à l'alignement de notre défense qui est vraiment catastrophique. Et puis là, on sent vraiment que c'est un peu la fin de match et puis que la concentration vient un petit peu à manquer parce que là, c'est Sédou qui fait une grosse erreur à mon avis parce que Sédou, normalement, il devrait marquer l'attaquant qui est tout en bas de l'écran et au fait, il ne le marque pas. Il est un peu dans un espèce de no man's land, ce qui fait que notre défense centrale ne sait pas trop bien où elle doit se placer. Il y a un peu un espèce de, on va dire, un mauvais décalage. Et puis ce qui fait que finalement, je ne sais plus si c'est Aïroulaou ou bien Depito, vu que Sédou l'a pas, il ne sait pas s'il doit le prendre, il doit prendre le joueur que Sédou doit prendre ou justement Lutti. Et puis ben voilà, Lutti se retrouve seul parce que notre défense était hyper mal alignée. Et puis Lutti finalement il a le luxe et puis le temps de finalement décroiser cette tête. Beau goal, mais c'est un peu dommage, même si voilà, c'était plus un match entre guillemets de remplissage et plus un match pour le classement. Mais là, c'est typiquement, vous gagnez 3-1, il reste 5 minutes à jouer, et on va dire que les marquages étaient un peu plus olé olé, quoi. Et puis là, clairement, euh, le marquage était vraiment très 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 léger, quoi. Mhm. Lutti qui marque à la Maladière, ça flirtait avec les années 80, ça quand même, hein. Ouais, Ouais, ouais. Du coup, un autre temps. Faut pas trop sortir les larmes, les gars, hein. On est quelques années plus tard, malheureusement. Laisse les vieux rêver un peu, s'il te plaît. Ouais, ouais. En plus de la tête, hein, qui était une grande spécialité Et Ouais, Robert, à ouais. Robert. tout à fait. Et puis, je disais avant, fin à suspense, bah oui, du suspense, il y en a eu parce que Rapperswil n'est pas passé loin d'arracher le match nul dans toute fin du temps additionnel, Colin. Et puis, il faut une super parade de Omer Agic pour nous assurer les 3 points de la victoire. Ouais, franchement, Rapperswil qui poussait dans ce fin de match. Les joueurs de Xamax un peu fatigués. C'était compliqué, mais Omer Agic qui est là pour faire le travail. De nouveau, un énorme match des deux gardiens. Donc, on peut remercier Omer Agic. Ouais, Omer Agic qui fait honneur à sa nomination parmi les 3 personnes pour le joueur du mois de février, hein. Il avait livré quelques bonnes performances. Son mois de mars aussi, hein, était bon. Il avait pris qu'un but sur les 3 derniers matchs en étant décisif dans quasi tous les matchs. Donc voilà, on voulait souligner l'apport du gardien. On a besoin d'un bon gardien pour performer. Et puis, on a été très critique avec Edine, hein, à certaines périodes
Mais force est de constater là, depuis la reprise, peut-être la perspective, d'avoir une concurrence un peu accrue avec Timothy Guerre l'a reboosté. Il est peut-être juste dans une meilleure période, mais grosse performance. Omer Agic qui est clairement notre meilleur joueur depuis la reprise, messieurs. Oui, Omer Agic Avec Oui, des qui à chaque fois Massailles, sauve. hein, toujours, mais évidemment oui, mais bon, qui est Omer, constant, Omer mais Agic, ouais. Je te laisse, vas-y, Colin, puis je compléterai si Non, jamais. non, non, vas-y toi. Non, je disais, Omer Agic, moi, si je continue à quand même pas mal le tarir d'éloge, c'est par rapport à l'instabilité assez chronique de cette phase défensive, quoi. C'est-à-dire que je trouve qu'il sauve quand même très bien les meubles par rapport à une sécurité défensive qui peine à vraiment se mettre en place. Et il a souvent, depuis qu'il est là, des grosses périodes de l'année où il a du travail plein les bras. Et franchement, pour un gardien qui a autant de travail, avoir un taux d'arrêt aussi élevé, je pense pas qu'on en trouve beaucoup à la ronde avec les moyens actuels. Donc voilà. C'est juste par rapport à la réalité actuelle de notre club, la réalité financière et puis la réalité sportive. C'est que je pense que des gardiens de sa qualité qui sont capables d'avoir un taux d'arrêt aussi élevé au vu des occasions qu'on concède à l'adversaire sur une saison, il n'y en a pas 500 à mon avis. ouais. Voilà. On va revenir sur les propos justement d'une personne sur le forum qui avait des mots, voilà, un peu, je veux pas dire négatifs, mais voilà, qui avait l'impression que Xamax était chanceux d'avoir fait les 3 points, qu'il trouvait le match un peu chiant, hein, je reprends ces termes. Et puis, il sollicitait un peu notre avis, il avait hâte d'écouter ce débriefing et de nous entendre. Alors, tu l'as teasé un peu dans l'intro, Varane. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir aussi à suivre ce match, surtout si on le compare aux 3 purges consécutives qu'on a eues à Nyon, contre Ville et puis contre Vaduz avant ça. Messieurs, on a enfin eu le match qu'on demandait depuis plusieurs semaines, des équipes qui lâchent les chevaux, qui se font plaisir, qui créent du jeu offensif. On aurait pu en mettre plus, certes, mais on en a quand même mis 3, hein, je veux dire, c'est une bonne moyenne par rapport à nos 3 derniers matchs, j'ai envie de dire. Moi, j'ai eu du plaisir. Varam, tu l'as dit aussi. Colin et Osvaldo, on vous écoute à ce sujet-là. Est-ce que pour vous, te faire chier sur ce match, on est chanceux de repartir avec les 3 points, vous en pensez quoi? J'ai pas vu le match en direct, donc je peux pas donner d'avis là-dessus, malheureusement. Ouais, Moi, j'étais plutôt satisfait de la prestation au match et de comment les deux équipes ont joué, de comment Xamax s'est débrouillé. Donc, honnêtement, non, beaucoup plus satisfait des 3 derniers matchs qu'on a vus. Et pour revenir sur Omer Agic, juste, je parle beaucoup des gardiens, mais c'est important. On affronte des bons gardiens ces derniers temps. J'en parlais avec Sam quand on était au stade, mais je disais, Omer Agic, c'est quand même un des meilleurs gardiens de la ligue. Et Mastil aussi. Là, on joue Hench, j'arrive jamais à dire son nom. Emch, voilà, pardon, j'ai de la peine. De nouveau, il nous sort un match de fou furieux. Est-ce que c'est le niveau des gardiens qui est trop ou est-ce que c'est le niveau des joueurs qui est trop bas vis-à-vis des gardiens? Il y a quand même une question à se poser, hein, parce que tous les gardiens ont l'air tous les gardiens qu'on a joués dernièrement ont l'air de nager et de faire des matchs de fou furieux. Hein. Donc, Alors, il y a quand même des questions à se poser à ce sujet-là. Mais autrement dit, non, vraiment un bon match qu'on a vu là, un bon match. commencer un peu à répondre à ta question, Colin, Mastil n'est pas uniquement bon dans le niveau médiocre, au milieu du niveau médiocre de ce championnat de Challenge League, depuis qu'il est à Nyon, il a quand même fait, c'est un gardien qui monte en puissance. Moi, je le dis et je suis pas le seul à le penser dans le canton de Vaud, c'est le futur numéro 1 à Lausanne. Oui. À partir du moment où une place se libérera, je pense que de ce point de vue-là, Lausanne pourra dormir tranquille après le départ de Letizia si le transfert de Mhm. Mastil, le retour de Mastil se confirme. Après, encore une fois, moi, si je trouve franchement qu'Omer Agic a au final réussi à vraiment faire sa place chez nous, c'est déjà par rapport à son début d'aventure qui était loin d'être facile et loin d'être tout rose. Hein. On était à l'époque
en tribune de presse où on parlait avec certains médias partenaires du club dont les représentants n'étaient pas extraordinairement positifs à son égard. Et pour moi, il continue de faire des très très bonnes saisons, je le répète, au vu d'une défense qui peine énormément à trouver la quadrature du cercle. Et finalement, on continue de prendre ses goals un peu casquettes contre un peu n'importe qui. Et malgré ça, on a un gardien qui nous sauve des points et qui nous sauve des victoires et qui nous sauve des nuls et qui nous permettent de pas être trop dans une situation précaire à la fin de saison. Et ça, rien que pour ça, je trouve il mérite d'être considéré. Sans dire évidemment que c'est le meilleur gardien d'Europe. On est bien d'accord qu'il a des lacunes. Mais je veux dire, il faut aussi voir le contexte général dans lequel il évolue, qui n'est vraiment pas simple pour un gardien. Effectivement, on a des gardiens avec Xamax qui, on va dire, sont partis après un mauvais match. Donc, Voilà. voilà. Galato. Voilà, Et puis Galato. d'autres qui tout à fait récemment, je trouve, ont moins brillé, ont beaucoup moins brillé comme Eragic, si on prend la globalité de leur passage. Finalement, Guy Varche, c'était un bon garçon, mais franchement, c'est pas un gardien qui m'est resté dans les Non, mémoires comme je un te rejoins gardien aussi. Ouais. infranchissable. Mhm. Donc il faut aussi voir ce qu'on a eu. On a été très, très bien habitués depuis que je suis le club avec une succession de gardiens, les Bédénic, les Ferro, même un gardien comme Fèvre, hein, qui était Mhm. un jeune gardien prometteur. On a presque été trop bien habitués. Et puis là, ben, on a aussi des défenseurs qui sont moins solides qu'à l'époque où on évoluait en Super League. C'est mathématique aussi, donc il faut voir ça dans un contexte plus général, je trouve. Effectivement. Et que serait un débriefing de match de Xamax version 2025-2026 dans la rubrique, on va l'appeler Joue-la comme Eris. Ce soir, Varam, c'est toi qui anime Joue-la comme Eris. Bah voilà, il nous a de nouveau régalé du néant intersidéral, quoi. Enfin voilà, il y a plus de mots. Je crois que en français, j'ai fait tous les appellatifs, tous les adjectifs. Je vais peut-être devoir le faire en italien, je sais pas. En Mais albanais. ouais, alors là c'est chaud. Mais non, mais de nouveau, c'est un match anonyme, fantomatique, inutile. Et puis je pense aussi que nos problèmes défensifs, même s'ils ont été, parce que il faut se remettre dans le contexte, c'est que l'année passée, défensivement, on était catastrophique. Cette année, ça va quand même un peu mieux. Ouais. Mais le problème, c'est que, alors moi, je veux bien qu'il ait les pieds carrés, qu'ils ne sachent pas construire le jeu. Très bien. Alors moi, j'attends qu'il fasse du filtre. Moi, j'attends qu'il couvre des parcelles. J'attends qu'il coupe les lignes de passe. J'attends qu'il joue simple, mais qu'il fasse du filtre. Mais même ça, il fait pas. Même ça, il fait pas. Même pour faire du filtre, il fait pas le café, hein, c'est clair. Voilà, mais c'est ça. Et Le puis en filtre est plus, troué. moi, ce qui m'hallucine, c'est le non-volume de jeu qu'il a. C'est qu'au fait, il est tout le temps en train de trottiner, il est tout le temps mal. D'eau, c'est un porteur de boulet, quoi. Il a en fait un boulet sur lui. C'est pas possible. C'est Franchement, c'est pas important de bien possible. information. C'est un joueur qui est inutile. Et au fait, Bayard, il doit faire les 12 travaux d'Hercule pour aussi compenser sa non-activité. Et moi, c'est pour ça que Romain Bayard, au-delà de ses qualités, moi, je lui donnerais un Oscar et puis un prix spécial parce qu'il doit courir pour deux. Il doit courir pour deux parce que à côté de lui, il y a Fantomas, Casper, quoi. Et Alors, franchement, et, et, Je peux et résumer franchement, avec c'est la une phrase. 26e journée. J'en peux plus. Moi, j'ai plus envie de refaire une saison avec notre ami parce que vraiment, mentalement, nerveusement, chaque fois que je le vois jouer, mais j'en peux plus. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais est-ce que c'est pas au fait
un make-a-wish caché, puis au fait, on ne le sait pas. C'est qu'au fait, lui, au fait, il réalise son rêve, il joue en Challenge League capitaine, mais nous, on doit plus supporter ça. Moi, je n'en peux plus. Voilà, je n'en peux plus. S'il veut Bah, faire un make-a-wish, qu'il le fasse ailleurs. Ouais, Mais je veux moi, juste amener une vraiment, petite je suis précision. excédé. Il y a eu une petite coupure de son. Vous allez l'entendre vous l'avez entendu sur le live. Vous allez l'entendre aussi sur le podcast. J'ai eu un petit souci de son de quelques secondes. J'ai pas du coup tout entendu ta théorie, Varam. C'est dommage, mais on va pas recommencer l'enregistrement pour ça. Donc voilà, mais j'ai eu une petite coupure qui a dû durer une vingtaine de secondes. Mais vous avez rien entendu, mais moi, oui, je vous ai pas entendu Non. pendant un temps. Mais c'est normal sur l'épisode. Osvaldo, ouais, tu voulais Je, réagir. je vais me permettre de paraphraser un collègue. Un GN, il va se reconnaître avec son expression préférée. Je vais résumer la situation en une phrase. Eris Abedini est footballeur professionnel et pas moi. Voilà. Moi, je peux aller dans le point pour aider un peu Varane et ses propos. Ouais. Quand on regarde le nombre de passes faites, alors Abedini, pour une fois, s'en sort avec un bon pourcentage de passes réussies, hein, mais clairement moins que Bayard. Et puis, sur la distance parcourue, on avait un Bayard qui a fait beaucoup d'éliminations et qui a beaucoup avancé avec le ballon au pied. Abedini, c'est à peine 60 mètres avec le ballon. Romain Bayard, c'est 150 mètres. Voilà, vous en Ouais. faites ce que vous voulez, mais il y a Moi, clairement deux échelles, deux niveaux de comparaison, et ça montre à quel point Bayard est déjà beaucoup plus essentiel à Abedini, quoi. ouais. Non, mais je veux dire, moi, j'aimerais bien voir la statistique des passes réussies pour des passes d'un coéquipier à plus de 1 mètre. Ouais, bah oui. Alors, Parce tu que regardes celle-là, là, elle doit pas être bonne, je pense. sur SofaScore, faut voir le nombre de Non. passes faites par Abedini, mais ça fait peur, hein. Il y a 30 passes pour Abedini, il y en a plus de 40 pour Bayard. Et Bayard, c'est vraiment beaucoup plus vers l'avant, tandis qu'Abedini, c'est un peu plus en retrait. Et effectivement, la distance de passe est totalement différente. Ben, Colin, la semaine prochaine, si tu es là, c'est toi qui anime la rubrique Joue-la comme Eris. Et du coup, tu vas Ouais. analyser tout son jeu, le nombre de passes vers l'avant, le nombre de passes latérales, le nombre de passes vers l'arrière. À mon avis, tu peux séparer. Si tu mets 4 colonnes sur ta feuille, tu mets une toute petite colonne pour les passes vers l'avant, parce qu'il n'y en aura pas beaucoup, à mon avis. Mais par contre, les passes vers l'arrière, faut laisser un grand espace parce que voilà, tu vas mettre beaucoup de coches dans cette, dans cette zone-là. Donc, ouais, en conclusion, bah, on a presque fait une rubrique dans la rubrique, hein, en parlant de notre capitaine. Même dans un jour où l'équipe joue bien, Eris Abedini n'arrive pas à s'aligner sur la performance de ses coéquipiers. C'est c'est vraiment, ouais, c'est vraiment triste à ce Et, stade-là, quand même, de le voir comme ça sur le terrain. et il porte le brassard. C'est ça. Ouais, alors, on va pas revenir encore honnêtement, là-dessus, on l'a assez dit. Mais, ouais, effectivement, là, on des parlait 9 plus de médiocres, son jeu. Mmh. des 9 médiocres, on en a eu depuis que je suis né. Des gardiens médiocres, on en a eu. Des défenseurs médiocres, on en a eu. On n'avait pas encore coché le capitaine médiocre. Mmh. Parce que depuis que je suis le club, honnêtement, en repensant un peu à tous les capitaines et tous les mecs qui ont eu l'honneur de porter le brassard de ce prestigieux club, moi, je n'ai jamais vu d'aussi nul, hein. Mais à toutes les catégories, hein, que ce soit même quand on est reparti depuis la deuxième ligue inter, le mec qui portait le brassard donnait une impression de tirer l'équipe vers le haut. Et Mmh. honnêtement, Mm. là, on a Ouais. juste l'impression d'avoir une équipe qui n'a pas de boussole sur le terrain, parce que c'est son capitaine qui est là. Alors oui, il y en a qui prennent le relais, mais Ouais. Ah, j'ai c'est envie de dire que même Capitaine Flamme, Captain Igloo, ils ont plus de charisme que lui, quoi. ah, ça c'est Ah ouais, clair. non, mais c'est clair. Non, mais ce qui est vraiment dramatique, c'est qu'au fait, on est hyper critique depuis de nombreuses années, et je dirais même saisons. Mais moi, je suis convaincu que cette équipe-là, vous remplacez Abedini par Fatkic, on a 10 à 15 points de plus. Mmh. Mmh. Parce que le truc, c'est que c'est un poste essentiel. L'année passée, il nous manquait un Bayard. Aujourd'hui, on l'a. Mais moi, je vous garantis, hein, un double pivot Fatkic-Bayard, ça fait des étincelles, hein. Moi, j'en suis sûr. Moi, on m'enlève pas cette idée de la tête qu'avec un Fatkic, aujourd'hui, on aurait 10 à 15 points de plus. Mais j'en suis certain, certain. Je parierais même mon slip. Ça, j'en suis sûr.
Je veux trop l'avoir. Alors, on va lancer un concours avec le slip de Varane Un concours pour comme gagner le prix. slip de Varane pour le prochain sondage. Moi, je pense qu'il faudrait essayer de voler celui d'Abedini. Ce serait un peu plus drôle comme prix. Ouais, bah Alors, oui. le slip porté pendant 3 jours par Varane, ça va être le prix, le prix du Et concours. non lavé. Non, mais je pense que je suis d'accord avec Varane, mais si tu mets un Caraco, c'est déjà bien différent. Hein. La vision de la saison est bien différente. Hein. Ah, bien sûr. Ah, Mais pour moi, oui. Caraco, il a des caractéristiques différentes. Moi, Caraco, par exemple, moi, je le verrais assez bien en faux 10, c'est-à-dire on va dire la position que Size avait avant derrière l'attaquant. Caraco, à Mhm. mon avis, si on le met là, il peut vraiment donner quelque chose d'hyper intéressant avec son physique. Il a un gros volume de jeu. À mon avis, il peut très très bien jouer entre les lignes et puis faire un peu cette espèce de meneur de jeu un peu de moderne qui va aller jouer entre les lignes. Moi, je le verrais hyper bien là. Mais clairement, on pourrait le mettre avec de Bayard. euh, parce que de toute façon, Dabedini sert à rien. Donc voilà. Donc de toute façon, quand il est là, on joue à 10. Donc oui, Caraco serait mieux. Mais moi, je pense que ce qui serait intéressant, ça serait d'avoir on va dire, un constructeur de jeu avec un Bayard et un Caraco à peine un peu plus haut. Moi, je pense que si on veut jouer avec un seul attaquant pour un peu varier, moi, je pense que ça aurait vraiment de la gueule, ouais. Mhm. Ouais, effectivement, ça fait envie comme ça, dit comme ça. Voilà, alors je ne sais pas si vous avez encore des choses à rajouter, messieurs, sur cette rubrique. Sinon, on va passer directement à la suivante. Allez, go. Pour le prochain match, c'est un déplacement sur la pelouse du désormais co-leader hein, depuis cette journée. Ils ont battu Vaduz dans le match au sommet de la 26e journée. Donc le FC Haro est désormais co-leader. Alors ils sont techniquement deuxième à la différence de but, mais au niveau des points, ils sont tous les deux, si je ne me trompe pas, à 59. Messieurs, sur ce match, aucune pression de résultat. La pression, elle sera clairement pas sur nos épaules pour ce match. Varane. Non, bah effectivement, hein, nous de toute façon, les matchs qui nous restent, on va dire, c'est pour avoir un placement. Hein, voilà, moi je pense que nous, notre objectif, c'est la 4e place, qui est un objectif réaliste. Par contre, Arau, eux, bah, ils auront la pression et d'autant plus, on sait que ces dernières années, quand le facteur pression est rentré en jeu, ils ont eu beaucoup de problèmes. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est que si on commence le match assez fort et qu'on marque rapidement, par exemple, on peut les faire redouter. Par contre, si Arau commence pied au plancher et marque directement, ça risque d'être un peu plus compliqué. Mais par contre, ce qui va être intéressant, c'est que Arau, c'est quand même une équipe qui joue quelque chose. Donc, je pense qu'on va quand même assister à un vrai match de foot comme contre Rappi. Donc, je pense qu'on devrait voir des buts et on devrait voir quand même un semblant de foot, même si Arau est une équipe qui joue d'abord, on va dire, entre guillemets, pour pas prendre de but. C'est une équipe qui essaie de jouer plutôt solide et puis de jouer en contre, de jouer les transitions rapides, notamment en faisant tout passer par leur maestro Fazliou, qui, on me dit d'ailleurs dans mon oreillette, que tu apprécies particulièrement, Mirko, n'est-ce pas? Oui, Valen Fazliou, effectivement, c'est un joueur que j'apprécie particulièrement. Je je peux pas vous dire pourquoi, je peux pas vous en dire plus sans trahir certains secrets que j'ai promis de garder jusqu'à la tombe. Du coup. Non, Valen Fazliou, c'est le numéro 10 de type pivot dont tout le monde rêve. Hein. Il marque des buts, il fait marquer des buts. C'est un joueur extrêmement adroit, balle au pied. C'est un joueur qui est intéressant aussi physiquement. Il n'a pas été élu 2 fois de suite maintenant, si je ne me trompe pas, meilleur joueur de Challenge League pour rien. Donc voilà. Le mot d'ordre, ça va être voilà. C'est un peu, je vais un peu dire, on devrait un peu avoir l'attitude de Jean-Claude Duss. Oublie que tu n'as aucune chance, vas-y, fonce.
Voilà, c'est un peu ça. Osvaldo, on s'attend à avoir une équipe qui, voilà, qui oublie le classement, qui oublie la pression et puis qui se fait plaisir sur le terrain et puis qui donne une réplique digne de ce nom à Haro. Je suis sûr on est capable de les gêner. Je ne veux pas dire qu'on est confiant et qu'on va aller gagner, mais si on pratique un bon football, on est capable de gêner cette équipe d'Haro. Oui, maintenant à quelques précisions près, à quelques détails près, c'est que oui, Arao s'est un peu transformé malheureusement pour eux, ces dernières années, enfin a commencé à gagner le joyeux, surnom du FC Craquante. Maintenant, si on est un peu, pragmatique et objectif cette année, le craquage définitif a quand même commencé dans les années précédentes vachement avant. Et surtout, quand ils arrivaient sur le rendez-vous un peu charnière du deuxième tour, régulièrement, ils perdaient. Là, moi, je me suis dit il y a quelques semaines, quand je les ai vus prendre ces valises de buts, parce qu'en plus, ils prenaient des défaites en prenant pas simplement de goal, hein. On pense notamment à leur défaite à la Pontaise contre le Stade Lozanouchi. Là, ils ont quand même battu Vaduz dans le choc au sommet, où ils ont réussi finalement à écarter la menace du retour d'Yverdon et recoller à cette première place. Donc maintenant, il faudra voir s'il y a une rechute d'ici la fin du tour, mais en général, quand ça craquait les années précédentes, ça commençait avant et ça se prolongeait sans soubresaut. Donc on va voir samedi comment ils se comportent. C'est un peu une équipe beau temps ces dernières années. Tu sais jamais trop comment elle va se comporter, mais je conforte mon avis et je suis l'avis du diffuseur officiel du championnat suisse, qui diffuse également quelques matchs de Challenge League en commentaire, et de son émission de hier soir. En général, Haro craque un peu avant quand ça craque. Donc on va voir samedi ce que ça va donner, tout en sachant que voilà quoi, même un Haro médiocre, on est en dessous, mais sur un match. Je vais faire une petite dédicace à Sempronicus, c'est son pseudo. Sempronicus, c'est un supporter argovien, visiblement francophone, et puis il écoute tous les podcasts de Xamcast dans les matchs avant Haro et dans les matchs où on débriefe des matchs à Haro. Donc pour lui, le Haro Time n'existe pas. On va voir si... Haro peut ne pas monter en Super League une fois. Haro peut ne pas monter en Super League 2 fois, mais pas 3. Haro peut ne pas monter en Super League 3 fois, mais pas 4. Voilà, vous avez compris où on en est. Je crois qu'on en est à... Haro peut ne pas monter en Super League 10 fois, mais pas 11. Donc voilà, on va voir si cette année est enfin la bonne pour les Argoviens ou si la pratique va démontrer à nouveau la théorie du Haro Time. Mais voilà, Sempronicus, on se donne rendez-vous à la fin de la saison pour voir si tu peux enfin fêter la promotion avec ton club ou si tu dois encore attendre une année supplémentaire et puis rester avec nous. C'est sûr, on y sera en Challenge League l'année prochaine. Donc voilà, et puis merci à toi pour ton écoute. Et à chaque fois, tu nous poses des commentaires sympas. Donc, c'est plaisant de savoir qu'il y a de temps en temps certains de nos adversaires aussi qui nous écoutent. Donc voilà, un match intéressant, une belle ambiance dans ce Brugg-Liefeld. Voilà, la température sera clémente, il y aura tout pour avoir un bon match de foot entre ces deux équipes. Un petit pronostic, messieurs? Ouais. Match nul. Ouais, Colin, t'es optimiste, tu vois un match nul? Ouais. Vas-y, on va tenter le pronostic du crime de lèse-majesté. 2-0 pour Xamax. Ouf, Wow. très optimiste. Non, on n'a plus rien à perdre de toute façon, donc autant tenter des paris impossibles, hein, j'ai envie de vous Ouais, dire. Il y a bien Varane qui parie possible ce soir, non? Voilà. Bah, je m'inspire de lui. Vas-y, Varam, ton petit pronostic. Écoute, moi je vais te dire 3-2 pour Xamax dans un match fou. Allez, 3-2 pour Xamax. Ok, moi je vais avoir un pronostic très terre à terre. Je pense que Haro, Xamax va faire un bon match, mais Haro va quand même mieux gérer les temps forts et les temps faibles. Donc je veux dire 2-0 pour Haro, malheureusement. On le rappelle, le vainqueur gagne un slip de Varam. Voilà.
Donc, à vos pronostics, si vous voulez, les auditeurs, vous pouvez aussi participer, nous envoyer des MP si vous souhaitez participer au On a Sam au qui nous dit concours de 2-0 pour Xamax. pronostics. Voilà. Oui, mais si moi je gagne, je vais pas gagner au fait un slip à moi. Enfin, il faut être un peu correct Alors, avec moi parce que là, je me fais mais avoir. si Hein. si Xamax s'impose 3-2, Varam gagne un slip de la personne de son choix de l'équipe de Xamcast. Yes! Donc, ça peut être aussi Michael, Sam, Alex ou Thomas. Hein. Tu as le choix vraiment T'es pas dans prêt pour la l'équipe douille, je pense, élargie. selon le cadeau. Hein. T'es pas prêt pour la douille, selon le cadeau, je pense. Il y en a certains qui vont pas se gêner. Hein. Ah, Ah c'est là, clair. Ça va laisser là, des c'est le début traces. des problèmes. Ça va laisser des traces. Ah mon Dieu. Comme on dit. Bon, voilà, faut quand même Ah. qu'on reste un peu décent, sinon le podcast va être interdit aux mineurs, donc à ce rythme-là. Donc voilà, il faut que lâcher tout et puis se faire plaisir et puis voilà, si au passage on peut égratigner un petit peu le FC Arrow dans son ambition de monter, ben on va pas se gêner. Ah, c'est jamais. C'est tout tellement drôle de les voir s'écrouler à chaque fois qu'on va pas se gêner, effectivement. Moi, je passe de la crème dans le dos du supporter argovien qui nous fait l'honneur de venir nous écouter, puis toi, tu balances tout comme ça derrière. Mais merci, bravo. Merci les copains. Ouais, Voilà, bah, on peut passer à toujours la fin de solidaire. l'épisode. Voilà, Osvaldo m'a presque fait m'a supplié de lui consacrer un petit temps en fin d'épisode. Il a quelque chose à nous dire qui n'a rien à voir avec Xamax, mais il voulait quand même en parler. Non, mais c'était pour faire voilà un petit point parce on avait ce week-end les équipes de première ligue qui étaient engagées dans un tour de finale de qualification pour la Coupe de Suisse et il faut savoir que si le cauchemar de Chalon n'a pas de risque de se reproduire puisque Chalon a perdu en tour final de la Coupe de Suisse, le qualifié vaudois sera un qualifié qui risque de poser et de donner du fil à retordre à beaucoup d'équipes de Super League ou de Challenge League si elles prennent la Coupe de Suisse avec la même implication que cette année. C'était surtout ça le sens de mon message parce que beaucoup d'équipes de ces deux divisions-là se sont fait éliminer en Coupe de Suisse cette année à cause disons, une mobilisation un peu minime sur certains matchs, on va dire ça comme ça. Et le FC Saint-Pré qui s'est qualifié pour le tour final de la Coupe de Suisse pour la première fois depuis 4 ans et qui sera une équipe qui donnera du fil à retordre même à des équipes de Super League si elles ont le malheur de prendre des matchs en dessous de la jambe, comme Zurich a pu le faire à Nyon, comme Lucerne a pu le faire contre Stade, et ce qui a donné cette année un tableau avec 2 équipes de Challenge League en demi-finale, sur 4 participants. Puisque en Coupe de Suisse, ces derniers temps, j'ai l'impression que le mot surprise, à force, il a un petit peu été galvaudé. Donc, c'était un peu le double sens de mon message par rapport à ça. Voilà. Merci pour cette contribution rouge et noir. Voilà. Non, Voilà. mais il y a quelques clubs qui se sont ridiculisés. Il n'y a pas que Xamax en Coupe de Suisse cette année. Hein. Je tiens quand même à le dire. Bon, c'est pour pas le coup, ridiculisé, nous, cette année. Hein. Non, nous encore, on s'en est bien sortis par rapport On à s'est d'autres clubs ridiculisé qui une semaine avant la coupe, mais pas au moment de la coupe. Voilà. Enfin, une 4 semaine jours avant la avant. coupe et au premier tour de la coupe, malgré la qualification. Oui, c'est vrai, Mais c'est au vrai premier que tour de la coupe, ouais. Effectivement. Mais voilà. Voilà, moi, du coup, j'avais pas grand-chose à vous dire, si ce n'est les remerciements habituels. Voilà, un épisode un petit peu plus sur un ton un peu plus humoristique que d'habitude. Voilà, on se distrait comme on peut pendant ces périodes, pas toujours distrayantes de base, même si le spectacle de ce match de dimanche était vraiment plaisant. Donc, merci à tous pour votre écoute. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye tout le monde. Ciao, ciao. Ciao. Bye bye.